Bonjour à tous. Dr Philippe Lazel, médecin spécialisé au Galil et président du médecins libéraux et Hauts-de-France. Merci à tous d'être présents à ce webinaire que nous avons organisé sur le déconfinement pour les médecins libéraux dans tous ces aspects pratiques, sur le plan médical, organisationnel et social. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir M. Etienne Champion, directeur général de l'Agence nationale de santé, qui sera assisté du Dr Mohamed Siabdallah, directeur adjoint santé sanitaire et environnementale, et Dr Nathalie de Bourgonville, directrice de l'ambulatoire. De Mme Isabelle Lambert, présidente du conseil régional de l'Ordre, de Mme Dr Claude Gabicherier, médecin conseiller régional et directrice régionale de la coordination et de la gestion du risque, assistée de Mme Catherine Magnette, directrice régionale adjointe de la coordination et de la gestion du risque. Où t'enlèves ton masque? C'est pas possible. Personne n'entend. On n'entend pas. Non. Voilà. Donc le docteur Famori assurera, médecin généraliste avant-hier, assurera avec moi l'organisation de ce webinaire et la présentation des questions. Je vais donc céder à M. Etienne Champion, directeur général de l'Agence nationale de santé, la parole pour nous parler de ce déconfinement selon l'ARS. Monsieur le directeur général. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir dans ce cadre à la fois très nombreux, même si chacun est assez isolé, mais c'est un peu le cas en ce moment. Je suis très heureux de pouvoir vous parler ce soir car nous sommes évidemment à un moment très important, un moment que beaucoup de Français attendent depuis maintenant de longues semaines, avec cette date du 11 mai qui va marquer une nouvelle étape dans cette lutte contre l'épidémie. Alors, il y a eu de nombreuses phases dans cette épidémie. Une toute première au début avec quelques cas, avec ensuite une montée très forte qui a été très puissante dans la région. Une phase sur laquelle on peut dire je dirais que la question évidemment très cruciale de la capacité à répondre aux cas les plus graves a été le plus prégnant. Et puis ensuite toute une série de problématiques qui sont été liées au confinement. On aura l'occasion, je pense, d'y revenir. Aujourd'hui, le sujet, c'est évidemment la préparation de ce déconfinement. Et le 11 mai va marquer vraiment une nouvelle étape. Cette nouvelle étape, elle est tout à fait fondamentale, car la réussite de cette nouvelle étape, c'est un enjeu absolument majeur pour notre nation. On a souvent le terme d'historique est toujours galvaudé, mais là, je crois, et vous le savez toutes et tous, surtout à votre poste médical, nous vivons un moment sans précédent. La gestion d'une épidémie de cette ampleur avec l'organisation moderne de la santé n'a jamais été connue. Et donc, nous sommes vraiment à la croisée des chemins, car l'enjeu de la réussite de ce déconfinement, c'est à la fois de permettre à notre société de reprendre ses activités. Et reprendre ces activités, ce sont des activités personnelles, mais c'est aussi évidemment une activité économique. Et cette activité économique, évidemment, c'est aussi le support de l'ensemble du fonctionnement de notre société et d'ailleurs aussi du système de santé dans son ensemble. On est donc à un moment absolument fondamental où la manière dont on va organiser les prochaines semaines, dont vous allez participer à ces prochaines semaines, permettront ou pas de réussir ce déconfinement. Car évidemment, si ce déconfinement ne réussit pas, on sera obligé de reconfiner. On protégera évidemment la population, mais on perdra cette reprise économique et ce sera évidemment un grave problème globalement pour notre économie et aussi, comme je le disais, tout simplement parce que, comme vous le savez, vous êtes aussi des acteurs économiques, mais comme vous le savez, évidemment, la santé est bien entendu financée par l'économie. Il faut absolument que notre système reparte.
Le choix qui a été fait par le gouvernement, et je veux le dire parce qu'il s'avère que j'ai un peu participé, l'agence régionale a fait partie du groupe de travail national de construction du système qui va être mis en place dans les semaines qui viennent. Le choix qui a été fait, c'est le choix de fonder cette stratégie de déconfinement sur la médecine de premier recours. Et en premier lieu, sur le médecin traitant, le médecin de ville, parce que c'est lui qui a la capacité de prendre en charge évidemment les patients, mais aussi c'est lui qui va être capable d'être au service de ce nouveau système de déconfinement, absolument, comme je le disais, est fondamental. Je crois que jamais, depuis, on peut dire, il faut bien remonter à un moment, depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis l'organisation moderne de ce système, jamais les Français, jamais la France n'a eu à ce point besoin de vous, les médecins. Parce que, évidemment, vous avez d'une manière générale la prise en charge de tous les Français, de tous les patients, mais là, c'est même l'organisation de notre pays que vous avez vraiment, que la nation a décidé de vous confier. Au-dessus, il y aura d'autres strates. On a dit niveau 1, niveau 2, niveau 3. Je pense que, y compris Claude Gady-Chérier, la médecin conseil régional, va revenir en détail sur ces éléments. Mais ce que je veux vraiment dire, c'est que ce premier niveau, celui que vraiment le gouvernement, avec l'assurance maladie, avec nous évidemment sur le terrain, nous souhaitons mettre en place, c'est vraiment vous qui allez en être les premiers acteurs. Ensuite, évidemment, les niveaux 2, les niveaux 3 viendront en soutien, viendront en aide. Tout ne repose pas sur le premier recours. Il y a une organisation, et Dr Claude Gady-Chérier y reviendra, pour vraiment vous venir en soutien. Nous serons aussi là pour le troisième niveau, pour les clusters, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais vraiment, ce que je veux dire ce soir, c'est que nous en avons déjà beaucoup parlé, bien sûr, avec l'Union régionale, nous en avons beaucoup parlé avec l'ensemble des organisations, mais vraiment, ce qui est fondamental, c'est qu'on réussisse ce défi. C'est un défi, parce que notre objectif, c'est bien d'être capable de saisir 75% des cas, évidemment, mais aussi de leurs contacts, pour pouvoir les tester, les isoler, et donc, tout en refaisant partir la société, qui par ailleurs devra respecter des gestes barrières, cet isolement des cas et des contacts doit permettre de concilier reprise de l'activité et maîtrise de l'épidémie. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Il était hors de question, je vous le dis, d'autres schémas ont été mis sur la table. Le gouvernement, il a fait ce choix de dire, pour réussir cette stratégie, et profondément, c'est ma conviction, la seule option qui était possible, c'était celle de faire appel à vous. Voilà, donc pour cette introduction, nous aurons l'occasion d'en reparler de toutes les formes et toutes les questions, évidemment, je suis là pour y répondre. Mais je voulais avant tout vous passer ce message. Nous avons collectivement un défi énorme. La France n'a jamais été confrontée à un tel défi sanitaire. Et évidemment, tous, nous comptons sur votre implication et nous ne doutons pas de votre engagement et du coup, nous ne doutons pas de la réussite de ce système. À tout moment, nous essaierons de venir en aide à l'ensemble des professionnels qui s'impliqueront. Nous aurons un rôle, comme toujours, de gestion des cas complexes, d'organisation. Et notre but, c'est vraiment de venir en aide au système qui va se déployer. Voilà pour cette introduction, Monsieur le Président. Je vous laisse la parole pour la suite. Merci, Monsieur le Directeur Général. Donc, après votre mot d'introduction, je vais céder la parole au Dr Claude Gady-Chérier, médecin conseil régional, pour nous présenter. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Alors, je vais compléter les propos d'Étienne Champion et les renforcer. Effectivement, ce dispositif qui est crucial pour la sortie du confinement, c'est là-dessus que tous nous comptons
sur ce contact tracing pour permettre d'éviter un reconfinement et donc d'éviter une diffusion à nouveau du Covid-19. Et les médecins généralistes, mais aussi d'autres soignants, vous êtes en première ligne. C'est donc bien le niveau 1 de ce dispositif qui doit se mettre en place dès lundi, que l'on a appelé le contact tracing. Je le dis tout de suite puisque certains ont fait quelquefois des confusions. Cela n'a rien à voir avec l'outil, enfin l'application qui pouvait être mise à disposition, qui a été pour le moment un peu retardée, mais ça n'a rien à voir avec ça. Ce dispositif de contact tracing repose donc sur la détection par les médecins et en premier lieu les médecins traitants de cas de patients Covid-19, sur leur détection et sur leur enregistrement dans un outil qui est national, qui est porté par l'assurance maladie parce que c'était le plus pratique et le plus facile à mettre en œuvre rapidement, donc qui sera accessible via Amélie Pro. Donc, sur lequel vous aurez tous accès, dans lequel vous allez pouvoir rentrer des patients pour lesquels vous avez trouvé des symptômes de Covid-19 et que vous allez faire tester. Puisque ce contact tracing, c'est bien, dans un premier temps, on diagnostique, vous avez des symptômes, vous estimez que le patient pourrait être porteur d'un Covid-19 et donc vous allez faire un test. Donc, massivement, vous allez réaliser des tests. Si ce test est positif, il va falloir rechercher tous les cas contacts de ce patient. Les cas contacts étant des personnes qui ont vu le patient à partir jusqu'au jour où vous le diagnostiquez, mais à partir de 48 heures avant les symptômes, et avec lequel ils ont été en contact au moins 15 minutes à moins d'1 mètre de référence. Ce que l'on va vous demander à vous, médecins, c'est après avoir enregistré le patient, après confirmation de la positivité du test, d'interroger ce patient pour connaître au minimum toutes les personnes qui vivent à son domicile et d'enregistrer dans l'outil toutes les personnes qui vivent à domicile et qui sont donc des cas contacts. Pour ce faire, l'assurance maladie a prévu, puisqu'on est bien conscient que c'est un travail qui est plus conséquent qu'une consultation normale, donc il y a une rémunération qui va être ouverte dès lundi de 55 € pour les médecins pour réaliser ce travail. Et puis, si vous le souhaitez, et uniquement si vous le souhaitez, vous pourrez continuer le contact tracing en interrogeant le patient pour retrouver les autres personnes qui ont été en contact hors de la cellule familiale. Voilà ce que l'on vous demande. Ça, c'est le niveau 1 et vous voyez, c'est vraiment là-dessus que repose toute notre stratégie de détection et de ces cas et qui vont permettre de mettre à l'isolement, d'isoler uniquement, de confiner uniquement des personnes qui sont positives, donc pour ne pas qu'ils contaminent d'autres personnes. Une fois que vous aurez fait cette phase-là, on arrive au niveau 2 et le niveau 2, l'assurance maladie a été chargée de gérer ce niveau 2. Donc, nous avons mis en place dans chaque caisse primaire, nous sommes en train de mettre en place, ça sera prêt lundi matin, des plateformes avec des salariés de l'assurance maladie, des personnels administratifs, mais aussi des médecins, des praticiens conseils, des infirmiers. C'est près de 500 personnes que nous mobilisons sur l'ensemble de la région. Ces personnes vont avoir un rôle important dans le contact tracing. Premièrement, si vous n'avez pas, et on le comprend fort bien, eu la possibilité de contacter des personnes hors le cercle familial, nous appellerons le patient pour continuer ce contact tracing. Une fois que ce contact, c'est-à-dire que la liste des cas contacts sera établie, eh bien, nous appellerons chacun des cas contacts pour lui expliquer qu'il a été en contact avec un patient qui est donc Covid-19, lui demander lui-même de se tester, lui conseiller de se confiner jusqu'au résultat du test. Les laboratoires réaliseront les tests qui vous seront adressés. Donc, vous aurez les résultats des tests qui vous permettra de compléter l'outil.
Alors, on a un niveau 3 et je vais peut-être repasser la parole à Étienne Champion, puisque dans le dispositif, nous avons un niveau 3 qui va être en lien avec nous, qui est extrêmement aussi important, qui va être géré par l'ARS. Peut-être que Étienne, vous voulez compléter. Alors, simplement, donc le niveau 3, c'est effectivement un niveau qui correspond d'ailleurs à ce que généralement fait l'ARS sur le contact tracing, parce que le contact tracing est vraiment un métier de l'ARS. On a ça pour la méningite, on a ça pour un certain nombre de maladies contagieuses. L'ARS va se concentrer sur les clusters que nous découvrirons grâce aux statistiques de l'assurance maladie ou qui apparaîtront par ailleurs, et en particulier sur le traitement de toutes les collectivités. Cluster apparaissant dans un EHPAD ou même dans une école, ça peut être aussi voilà, une prison, enfin toute série de choses que l'on fait déjà, mais qui demanderont une intervention directe avec donc un système d'équipe mobile, de travail statistique, de travail classique d'épidémiologiste, qui est le métier de base des épidémiologistes de l'ARS, qui vont être évidemment extrêmement renforcés, parce qu'à l'ARS, en temps normal, il y a une douzaine d'épidémiologistes. Donc, il va de soi qu'on ne gérera pas la crise avec son ampleur, comme on a pu le faire, par exemple, en février. Donc, on va avoir des renforcements, à la fois internes et puis des étudiants qui vont pouvoir nous renforcer. Et donc, nous gérerons à la fois le repérage et le test dans les collectivités, les grosses structures, et nous aurons une approche globale épidémiologique. On a par ailleurs la question du suivi. J'enchaîne juste pour finir. C'est pas une question directement médicale, mais nous aurons le suivi de l'isolement, c'est-à-dire que nous allons avoir un dispositif avec coup de téléphone et SMS pour suivre l'isolement de la personne. Je précise bien que ça ne sera pas un suivi médical. Il n'est pas du tout question de se substituer à la relation entre le médecin traitant et son patient, qui est un suivi qui relève du médecin. Ce sera le suivi de l'isolement, et notamment consistera à dire aux personnes vous êtes isolés, et de veiller, parce que par ailleurs les préfectures géreront une partie plus sociale, avec éventuellement par exemple des portages de repas si des personnes sont isolées, et nous aurons ce système de suivi d'isolement. Mais cet isolement ne se substituera évidemment pas au suivi du patient, qui lui relève bien entendu du médecin traitant. Alors bien évidemment, pour que tout ça se mette en place, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Il y a un texte réglementaire, une loi, qui va paraître avant le 11, cette semaine, qui va permettre d'élargir que de façon exceptionnelle, les agents des caisses primaires puissent avoir accès à ces données, puisque pour le moment, dans l'assurance maladie, il n'y a que les agents du service médical qui peuvent avoir accès à ces données. Là, au service médical, nous sommes 700 personnes sur l'ensemble de la région. Ce n'était pas suffisant pour répondre à cela. Donc, les caisses primaires, bien sûr, vont être les chevilles ouvrières, mais des médecins conseils, d'ailleurs aussi des pharmaciens, des infirmiers seront là pour coordonner, et ce texte de loi va permettre cet élargissement. De même, il va permettre que vous, médecins, vous ayez accès à des données qui ne seront pas ceux forcément de vos patients, puisque là, on est vraiment dans une démarche particulière qui est une démarche de santé publique, qui est une démarche habituelle, comme le disait Étienne Champion, des médecins santé publique de l'ARS, qui n'est pas forcément une démarche habituelle en médecine de ville. Et donc, ce texte va permettre cet élargissement de façon transitoire, pendant la période de la crise, bien évidemment, puisqu'il s'agit d'un enjeu de santé publique, puisqu'il s'agit de protéger des personnes d'une contamination. Madame Galichet. Maintenant, céder la parole au docteur Isabelle Lambert, présidente du Conseil régional de l'Ordre, pour l'aspect déontologique. Isabelle. Bonjour à tous. Avant de rentrer dans les détails du déconfinement, je veux ce jour rendre hommage à tous les médecins et professionnels de santé de la ville et de l'hôpital qui, par leur engagement sans faille, ont permis d'assurer la prise domicile ou à l'hôpital en réanimation des patients atteints du Covid-19.
Nous leur avons assuré notre soutien dans ces mois difficiles où il a fallu lutter contre la maladie et l'absence de moyens. Pas de masques pour nos confrères de la ville, pas de tests pour faire les diagnostics, pas de gel hydroalcoolique. Le tribut payé a été lourd, plusieurs confrères décédés, certains sauvés par la réanimation, mais qui garderont des séquelles physiques et respiratoires. Heureusement, aujourd'hui, la situation a évolué et les carences en moyens semblent s'amoindrir, sauf en ce qui concerne les produits d'anesthésie. Je sais l'engagement et l'énergie de M. Champion, directeur général de l'ARS, et aussi de M. Corvézier dans la lutte contre l'épidémie. Ils doivent maintenant lutter avec nous pour permettre une prise en charge correcte de tous nos patients dont les interventions étaient mises entre parenthèses pendant l'épidémie. Notre région est la pire en mortalité et nous savons que tout retard supplémentaire est une perte de chance. En effet, ne pas réaliser une intervention à froid, programmée, c'est le risque de la voir apparaître sous la forme d'une urgence à chaud. Et c'est donc une perte de chance qui est incalculable, imprévisible, car le médecin, le chirurgien n'est pas devin. J'invite donc l'État à s'engager auprès de l'ARS Hauts-de-France à lui fournir plus de moyens, car notre région a payé un lourd tribut, car notre région souffre de l'état de santé de sa population depuis de nombreuses années, et celle-ci, lors de ces derniers mois, n'a pas été soignée. Je remercie notre directeur général d'appuyer ces demandes auprès de la DGS et de favoriser au mieux les moyens qui lui seront donnés pour que notre simple requête « Permettez-nous de soigner nos patients » puisse se réaliser. Évitons ensemble une autre crise sanitaire. Les soins, certes, requièrent en cette période des précautions indispensables pour assurer la sécurité de nos patients, de leurs familles, de notre personnel et de nous-mêmes, et d'éviter un rebond de l'épidémie. C'est pourquoi, tous ensemble, URPS, Assurance Maladie, Ordre des médecins et ARS, nous avons rédigé un document qui permettra au médecin, dans son cabinet, de s'y référer et de prendre les mesures nécessaires de sécurité. Je vous en donne une lecture très rapide. Les principes généraux. Favoriser la téléconsultation et la téléexpertise. Diminuer le flux horaire des consultations physiques. Alterner si possible la téléconsultation et la consultation physique pour permettre un temps de désinfection. Réserver des plages horaires pour les patients fragiles. Réserver en fin de séquence de consultation des créneaux horaires pour les consultations de patients suspects Covid en utilisant bien sûr la tenue adaptée. Organiser, quand les conditions le permettent, un circuit et une salle d'examen dédiée. L'activité du médecin, c'est d'abord le rendez-vous pris auprès du cabinet. Et il est conseillé de ne travailler en cette période délicate que sur rendez-vous et de respecter strictement les horaires de consultation en indiquant aux patients de n'arriver ni en avance ni en retard. La prise de rendez-vous doit permettre à chacun de vérifier le motif de la consultation et de détecter d'éventuels symptômes de l'infection Covid-19. De s'assurer qu'une téléconsultation n'est pas envisageable, d'orienter le patient vers un circuit ou un horaire privilégié, d'espacer les rendez-vous afin d'éviter que les patients ne se croisent en salle d'attente. Il est conseillé aux patients, lors de la prise de rendez-vous, de ne pas être accompagnés, sauf bien sûr pour les enfants de moins de 16 ans ou les personnes dépendantes, pour lesquelles, là, un accompagnant est autorisé. Le patient doit aussi se protéger et nous protéger et porter un masque et respecter les gestes barrières. Lorsqu'il arrive au cabinet, s'il n'a pas de masque, le médecin doit lui remettre ce moyen de protection.
Bien sûr, médecins et personnel doivent mettre à disposition du patient du gel hydroalcoolique, vérifier que le patient se frictionne les mains et, s'il ne peut le vérifier, il appose à la vue des patients les recommandations en matière de lavage des mains. L'étape suivante est l'accueil au secrétariat. Un balisage permet de s'assurer que le patient respecte une distance minimale d'1 mètre avec le personnel de secrétariat. Selon la typologie du cabinet, le personnel doit être protégé par une protection de comptoir en plexiglas ou un hygiaphone, ou porter un masque et une visière. Il doit porter une blouse ou une tenue dédiée. Le personnel de secrétariat doit se laver les mains ou se désinfecter entre chaque patient lorsqu'il a touché, bien sûr, un objet personnel du patient. Le plan de travail, le clavier, la souris, l'écran, l'ordinateur doivent bénéficier d'un bio-nettoyage régulier. Dans votre salle d'attente, supprimez journaux, revues, prospectus, jouets, espacez les sièges d'au moins 1 mètre, évitez l'attente possible en vis-à-vis, affichez les gestes barrières en salle d'attente, aérez régulièrement, prévoir la désinfection des poignées de porte, les sièges plusieurs fois par jour. Supprimer les sièges en tissu ou prévoir des protections sur ces sièges qui seront désinfectés. Supprimer l'accès libre aux toilettes. Lors de la consultation, le médecin est porteur de toutes les protections utiles et adaptées à cette consultation. Il désinfecte entre chaque consultation toutes les surfaces utilisées ainsi que ses instruments. Le médecin, bien sûr, se désinfecte les mains avant et après avoir manipulé chaque carte vitale. Pour les moyens de paiement, nous conseillons de privilégier la carte bleue sans contact et de désinfecter l'appareil après chaque utilisation. Le médecin, bien sûr, assure la gestion des déchets souillés et des éléments de protection. Toutes les mesures qui permettent de limiter les risques de contamination doivent absolument être mises en œuvre dans tous les cabinets. Nous remercions encore l'ensemble des praticiens qui se dévouent depuis le début de cette période épidémique de continuer à lutter contre la propagation du virus en développant au sein de leur cabinet et pour leur exercice professionnel l'ensemble des mesures barrières ici brièvement rappelées. Je vous rappelle aussi 2 articles du Code de déontologie. L'article 32. Dès qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science. Article 49. Le médecin, appelé dans une famille ou une collectivité, doit tout mettre en œuvre pour obtenir le respect des règles d'hygiène et de prophylaxie. Il doit informer le patient de ses responsabilités et devoirs vis-à-vis de lui-même et des tiers, ainsi que des précautions qu'il doit prendre. Nous remercions donc encore l'ensemble des praticiens qui se dévouent depuis le début de cette période épidémique de continuer à lutter contre la propagation du virus en développant au sein de leur cabinet et pour leur exercice professionnel l'ensemble des mesures barrières. Et donc maintenant que tout est bien en place dans vos cabinets, eh bien, il va falloir lutter contre le rebond, éviter le rebond. C'est tout l'enjeu de cette réunion de ce jour. L'assurance maladie nous a proposé avec l'État un système. Nous attendons bien sûr que la loi paraisse. Elle devrait être votée jeudi. Les détails seront ainsi précisés. Et nous espérons ainsi pouvoir endiguer ce rebond. Soyons tous unis et solidaires, car nous devons vaincre ce fléau. Merci. Merci, Dr. Lambert. Donc, je vais maintenant céder la parole au Dr Demoury, qui va dire quelques mots et commencera à poser les questions. Bertrand. Bonsoir à tous. Bertrand Demoury, je suis médecin généraliste installé à Armentières.
comme vous, comme vous tous, depuis le début de cette épidémie, nous avons totalement modifié nos pratiques, nos façons de travailler, et même nous allons maintenant envisager dans cette phase de déconfinement des modes de déclaration de pathologie que nous n'avons jamais pratiqués. En 30 ans d'installation, ça ne m'est jamais arrivé. Donc là, on va essayer de regrouper les questions. Vous avez été très nombreux à nous en envoyer depuis le début de la semaine, et déjà aujourd'hui, il y a 80 nouvelles questions qui sont arrivées sur le webinaire depuis que cette conférence a débuté. Les premières questions concernent le sortie de confinement et des généralités. Elles s'intéressent d'abord avant tout à des questions de zone et des questions très générales qui s'adressent à Monsieur Champion. La première question, c'est quelles sont les grandes différences concrètement entre les zones rouges, vertes et oranges, et quand pouvons-nous espérer circuler librement sur tout le territoire? On n'entend pas. Je n'entends pas, Monsieur Champion. Ah, Monsieur Champion, on ne vous entend plus. J'avais coupé le micro pour pas déranger, du coup je remets le micro, excusez-moi. Donc ce système de carte a été mis en place évidemment pour avoir une vision synthétique de la situation de la France. Alors cette carte, elle synthétise à ce stade 2 critères, la circulation virale. Je ne rentre pas dans les détails des indicateurs, s'il y a des questions j'y répondrai bien entendu, mais en gros la circulation virale. Deuxième critère, l'état de tension du système de réanimation, puisque évidemment, le facteur déterminant, on le sait bien, pour ne pas évidemment mettre en danger la vie des personnes, c'est évidemment que le système de réanimation soit en mesure de répondre. Et donc, il y a une carte de synthèse qui combine ces 2 critères, étant entendu que le critère le plus rouge, on va dire, l'emporte. C'est pourquoi d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à il y a 1 heure, la région Hauts-de-France était classée en rouge parce que selon le critère de circulation virale, l'Oise et l'Aisne étaient classés orange, les 3 autres départements de la région étaient classés en vert, donc en termes de circulation virale, on était vert, orange suivant les départements, mais le critère de réanimation, qui est un critère régional, parce que ça n'aurait aucun sens de raisonner d'un point de vue départemental sur la réanimation. Comme vous le savez très bien, évidemment, beaucoup de patients, par exemple de l'Aisne, sont soignés en réanimation à Amiens, et donc à mettre des frontières départementales sur la réanimation serait un non-sens par rapport à la question médicale. Donc le critère est régional. Depuis ce soir 19h30, le critère réanimation est passé de rouge à orange. Et donc, comme je le disais, comme c'est la couleur la plus chaude, on va dire, qui l'emporte, la totalité de la région est donc maintenant classée orange. Cela veut dire que nous avons franchi le cap des 80% sur le critère réanimation, c'est-à-dire que ce que l'on calcule, c'est le poids des patients Covid en réanimation par rapport aux capacités normales de réanimation. Ce n'est pas par rapport aux capacités telles que, grâce à la mobilisation extrêmement forte de l'ensemble des soignants hospitaliers, qu'ils soient publics d'ailleurs comme privés, on a pu augmenter massivement, quasiment doubler les places. Mais ce critère, c'est vraiment qu'est-ce qu'est le poids du Covid par rapport aux capacités normales. Depuis aujourd'hui, ce soir, donc, nous sommes passés juste sous la barre des 80% et nous sommes donc en orange. Alors, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que cette couleur orange va disparaître. Elle va disparaître à compter de jeudi, puisque jeudi, la carte, entre guillemets, définitive, elle sera définitive par rapport au 11, ensuite elle aura vocation à évoluer. Cette carte ne sera plus qu'en rouge et en vert. Le orange était une manière d'indiquer situation intermédiaire en vue du 7. Donc, nous aurons des régions rouges, des régions vertes. À l'instant où je vous parle, je ne peux pas vous dire comment le partage du orange va s'opérer. Ce n'est pas quelque chose qui est encore totalement arbitré, mais donc nous aurons une répartition.
concrètement, il faut relativiser, je le dis quand même, il faut relativiser ces couleurs. On n'a pas des régions rouges qui vont rester en gros dans un confinement ou dans quasiment ce qu'on connaît aujourd'hui et des régions vertes qui vont revenir dans un fonctionnement normal. On a avant tout un message qui est envoyé aussi à nos concitoyens, qui est envoyé à vos patients, c'est-à-dire qu'évidemment, la situation est plus tendue, plus marquée, évidemment, et d'ailleurs, c'est pas un hasard, quand on prend la carte, on voit bien qu'elle correspond évidemment aux régions qui ont connu l'épidémie la plus forte. Donc, c'est déjà un signe aussi qu'il faut continuer le civisme dont on fait preuve d'ailleurs de manière très forte les habitants des Hauts-de-France en respectant le confinement. Et il faudra aussi continuer à ce civisme dans la période de déconfinement, puisque les mesures barrières, les masques, devront être extrêmement utilisés. Si on veut être vraiment purement concret, la différence entre rouge et vert est finalement assez limitée. D'un point de vue strict, la différence, c'est avant tout l'ouverture ou la fermeture des collèges. C'est-à-dire que les collèges ouvrent en vert, ils n'ouvrent pas en rouge. Et puis, il y a aussi, mais enfin, c'est quand même moins important, l'ouverture ou pas des parcs et jardins. Donc, vous voyez que finalement, si on s'en prend vraiment à qu'est-ce qui ouvre, qu'est-ce qui ferme, ça reste relativement limité, la différence. Il y a aussi le fait que cette couleur donne une orientation au préfet ou au maire pour être plus ou moins strict, on va dire, sur l'application d'un certain nombre de réglementations. Mais globalement, il ne faut pas surinterpréter la valeur de ces cartes, qui ont avant tout une vocation pédagogique pour bien montrer dans quelle zone l'épidémie est plus ou moins forte. Partie de la question, quand pouvons-nous espérer circuler librement sur tout le territoire? Alors, comme vous le savez, à partir du 11, il y aura une limitation qui va passer à 100 km. Donc, cette limitation, elle est à compter du domicile, et donc elle élargit largement la situation actuelle, puisqu'aujourd'hui, on est quasiment réduit à 1 km. Je ne parle pas évidemment des soignants qui, eux, évidemment, ont la possibilité de se déplacer pour des raisons professionnelles, mais en tout cas, pour la population générale, c'est extrêmement limité. Quand est-ce que l'on pourra circuler librement? Là, je vous dirais que c'est justement la réussite de la lutte contre le rebond qui nous le dira. Et cette date, elle dépend de notre succès collectif des semaines et des mois qui viennent. Question suivante. Dans certains secteurs, se sont créés des centres Covid, des centres dédiés Covid. Quel est leur avenir? Alors, les centres Covid, ils ont d'abord été des initiatives des professionnels de santé. Je le dis, et en particulier, évidemment, des médecins. Donc, nous, l'ARS, sur ce domaine, nous sommes placés, comme on essaye de le faire le plus souvent possible, en accompagnateur. En accompagnateur et en l'occurrence, en financeur. Donc, nous sommes partis de projets de professionnels, de médecins qui ont voulu s'investir et nous les avons accompagnés, en particulier dans les zones où il y avait un besoin important. Nous souhaitons évaluer avec chacun de ces centres la nécessité d'une continuation. On va le voir centre par centre pour voir là encore, sur la base à la fois de la volonté des professionnels, peut-être que certains souhaiteront une autre organisation, parce qu'on change de système, peut-être que dans d'autres endroits, ce type de centre pourra être utile et donc une fois de plus, nous serons vraiment en réponse aux propositions des professionnels. Mais si certains centres sont adaptés à la nouvelle configuration, évidemment, nous serons prêts à en accompagner la nouvelle organisation. Sur le même thème de l'organisation et de l'organisation des prélèvements, certains généralistes se proposent éventuellement de réaliser, après formation, les 10 prélèvements. Est-ce que c'est une procédure qui peut être envisageable, qui peut être envisagée? Alors, les médecins sont évidemment habilités à faire le prélèvement. Ça va de soi. Les médecins sont
habilités à faire tous les actes médicaux. Donc, ça demande éventuellement, effectivement, une formation. Après, le sujet, c'est plutôt une question pratique, hein. C'est-à-dire que finalement, faire un prélèvement, c'est assez compliqué parce qu'il y a protection, retirer la protection, parce qu'on pourrait se dire finalement, le système le plus simple, ça serait de se dire, chaque médecin fait le prélèvement de son patient et on simplifie finalement le parcours. Le problème, c'est que ça demande quand même une certaine organisation, ça prend du temps, hein, et donc, d'une part, ça veut dire que c'est du temps de médecin, évidemment, qui est pris, mais ça, à la limite, on peut en discuter. Et par ailleurs, le système d'organisation sous forme de centre, hein, peut être plus efficace, notamment pour gérer ensuite la logistique. Mais moi, je le dis très clairement, je n'ai aucune réserve dogmatique. C'est absolument pas mon propos. D'ailleurs, j'essaye d'une manière générale de ne pas en avoir. Si on a des médecins qui nous proposent une organisation pratico-pratique, efficace, et notamment justement dans ces centres, nous, on est tout à fait partants, hein, et on soutiendra toutes les initiatives, toutes les organisations qui permettront d'organiser au mieux les tests. Oui, la question suivante traite aussi à une époque a été envisagé un hébergement en hôtel afin d'isoler les patients Covid. Qu'en est-il? Est-ce que ces projets sont maintenus? Et oui, si oui, comment organisera-t-on le transport de ces patients jusqu'à ces hôtels? Alors, je vais du coup revenir un peu sur le niveau 3, parce que j'en ai parlé très rapidement tout à l'heure. Nous allons avoir donc des patients et aussi des contacts, hein, car je rappelle qu'en fait, nous allons avoir les patients qui sont malades, qui vont être testés, qui donc a priori ensuite seront positifs, sinon évidemment le sujet est un peu différent. Et nous aurons aussi ce qu'on appelle les personnes contacts. Les personnes contacts ne sont pas des gens malades. Ils ont été évalués dans le cadre du contact tracing comme des contacts de la personne malade. Cette personne, elle doit aussi faire l'objet d'une procédure d'isolement. Et d'ailleurs, en fait, en nombre, nous aurons évidemment beaucoup plus de contacts que de malades. Sachant qu'évidemment, un contact peut, au cours de son isolement, devenir malade, puisqu'il apparaît par construction, il a été proche, il a été en contact d'un malade. L'isolement, c'est la règle. Pour la plupart des gens, l'isolement sera évidemment à domicile. Pour beaucoup de gens, ce sera un isolement simple, comme on en a d'ailleurs pratiqué, comme vous avez eu des patients qui l'ont pratiqué depuis des semaines. Il y a même eu aussi des isolements de contact. Ça m'est moi-même arrivé, puisque j'ai été au mois de février contact d'un cas confirmé. J'ai donc dû rester un peu plus de 10 jours à domicile. Donc, je vois à peu près ce que veut dire cet isolement. Cet isolement, il peut donc se faire de manière simple, c'était mon cas. Il peut se faire de manière accompagnée. Et ça, effectivement, le médecin pourra dire est-ce qu'une personne a besoin d'accompagnement. Il pourra le mettre dans le logiciel de l'assurance maladie. Derrière, il y aura une gestion de cet accompagnement. Et ça, ce sera l'ARS et surtout une plateforme mise en place par les préfets en lien avec les collectivités locales, les CCAS, les services sociaux du département, qui vont pouvoir faire une évaluation sociale. Mais ça, c'est le sujet que vous connaissez bien. On n'est pas dans la partie médicale, on est dans l'évaluation sociale de la personne. Vous allez avoir des personnes dont la situation sociale fait que son isolement sera extrêmement compliqué à organiser à son domicile. Et là, ce sera le travail de ces travailleurs sociaux, donc en articulation avec nous, puis derrière ces cellules organisées avec les collectivités locales, qui diront tel type de personne a besoin d'être dans un hôtel parce qu'elle n'est pas en mesure d'être chez elle. Ce sera, je le dis très clairement pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, ce sera sur la base du volontariat. Il n'y a pas à aucun moment dans ce dispositif, il n'y a de contrainte. On est sur un régime de responsabilité, on est sur un régime, je dirais tout simplement, de la prescription. Rien de plus médical que cela. Vous prescrivez et derrière, il y a un accompagnement social des conditions de ce que vous avez mis en place. Et pour les contacts, on n'est pas sur des malades, mais on est sur des personnes qui
pour des raisons qui ne sont pas proprement médicales au sens personnel, mais qui sont liées à la médecine, doivent être isolés. Et là, c'est donc, dans le cadre de ce volontariat, dans le cadre des plateformes, que se mettront en place l'éventuelle proposition d'une mise à l'hôtel. Et dans cet hôtel, nous allons organiser, nous, ARS, une présence médicale pour assurer un suivi. Nous le ferons évidemment avec des professionnels de ville. Pendant la période actuelle, une garde des enfants est organisée pour les professionnels de santé au sein des écoles et au sein des crèches, etc. Qu'en est-il au-delà du 11 mai? Alors, c'est un point extrêmement important. J'ai personnellement écrit hier aux deux rectrices, celle d'Amiens et de Lille, pour insister auprès d'elles sur le fait que, évidemment, la nouvelle organisation scolaire devait impérativement permettre la continuité de la prise en charge des enfants, des soignants. C'est absolument indispensable à la continuité. Ça serait quand même un paradoxe que la réouverture des écoles dégrade le dispositif qui a été mis en place pour les soignants et qui a été extrêmement utile pendant l'épidémie. Elles m'ont dit qu'il n'y avait aucun problème, que c'était bien le sujet était tout à fait pris en compte et qu'il y avait un engagement de l'éducation nationale, qu'il n'y ait évidemment pas de rupture pour ces parents. Les parents, donc, qui sont médecins ou professionnels de santé. Je le dis aussi très clairement parce que je l'ai dit aux rectrices. C'est un engagement, je l'entends, mais si jamais il y a des problèmes, je me suis engagé à leur fournir les problèmes. Je le dis parce que des fois, quand il y a des problèmes, les remontées se font de manière un peu théorique et c'est très compliqué ensuite pour une administration de gérer des problèmes qu'on dit à tel endroit, etc. Donc, j'ai dit, et donc là, j'invite l'URPS à vraiment éventuellement regrouper d'éventuels problèmes et à nous le transmettre à l'ARS pour qu'on prenne la tâche des directrices. Elles se sont engagées à vraiment traiter les situations une par une. Si vous avez des remontées, si vous avez vous-même des problèmes de ce type, faites-en la remontée à l'URPS, nous qui la compilera pour l'ARS, et nous interviendrons auprès des rectrices. Nous avons beaucoup de questions sur la reprise d'activité. Exemple, l'assistance médicale à la procréation, des familles en grand désarroi, des patientes qui attendent. À quel moment peut-on réenvisager une réouverture, à court terme, à moyen terme? Même question, quand les chirurgiens dentistes pourront-ils retravailler? Autre question, qu'en est-il aussi pour les spécialités chirurgicales et médico-chirurgicales? Alors, s'agissant donc de l'assistance médicale à la procréation, donc vous savez que l'Agence de biomédecine a diffusé des recommandations le 23 mars, elles sont toujours d'actualité. Donc, seule la préservation de la fertilité dans un contexte de prise en charge d'un cancer doit être réalisée en urgence. Le reste des activités sont toujours à reporter. Plusieurs établissements de la région commencent à reprendre les consultations et l'accompagnement des couples en téléconsultation. L'ABM nous indique que des nouvelles recommandations seront publiées d'ici la fin du mois. Voilà, donc d'ici la fin du mois, nous restons sur le régime actuel, mais les choses, donc, pour répondre à votre question de manière concrète, il est envisagé qu'elles évoluent d'ici la fin du mois, même si j'en conviens, pour l'instant, ça n'est pas pour les couples qui souhaitent évidemment avoir cette AMP satisfaisante, c'est évident. Donc, on gère évidemment la partie la plus urgente, mais pas la partie la plus nombreuse. Alors, sur les reprises d'activité, alors c'est un sujet extrêmement complexe. Il y a le sujet des dentistes. Alors, pour les chirurgiens dentistes, l'ordre a souhaité l'interruption de l'activité et nous avons, en lien avec l'ordre, organisé donc une permanence des soins et nous avons organisé cette permanence. Très clairement, il y avait, je le dis très parce que je n'ai pas du tout de problème avec cela, la décision de l'ordre, elle était fondée sur un problème de protection des chirurgiens dentistes qui sont évidemment une profession particulièrement exposée du fait évidemment des soins buccaux. Nous avons à voir
une augmentation, je le dis parce que par ailleurs ça vous concerne évidemment, nous allons avoir une augmentation extrêmement importante des dotations de masques. Ça commence cette semaine et ce sera dès la semaine prochaine. Il va y avoir une augmentation qui va permettre du coup, notamment donc pour les chirurgiens dentistes, d'avoir une bien meilleure protection. Pour les médecins, la dotation va passer de 18 à 24 masques et par ailleurs, il va y avoir des masques pour les patients. Donc là, il va y avoir une augmentation importante. Là, je parle bien sûr des masques chirurgicaux. Il peut y avoir aussi des FFP2 pour certains actes particuliers, mais en tout cas, les masques, évidemment, pour les patients et pour les soignants sont bien des masques chirurgicaux, pas la grande diffusion, par ailleurs, des masques grand public qui est là, par ailleurs, autrement. Alors, s'agissant de la question compliquée, je le dis franchement, de la chirurgie. Alors, le problème de la reprise de la chirurgie, il est lié à deux phénomènes. D'une part, comme vous le savez, il y a eu évidemment une décision lourde, très lourde, historique, qui ne s'était jamais prise, de déprogrammation quasi complète de l'activité chirurgicale. Cette décision, évidemment, elle n'a pas été prise à la légère et c'est elle qui a permis de franchir le pic que nous avons connu il y a quelques semaines. Je rappelle, juste pour que vous l'ayez en tête, qu'au plus fort de l'épidémie, juste avant que la courbe retombe grâce au confinement, il ne nous restait que 130 lits de réanimation sur la région et nous en perdions plus de 40 par jour. Ça veut dire qu'à un moment, nous étions à 3-4 jours du débordement. Situation qu'a connue l'Île-de-France ou qu'a connue le Grand Est. Grâce à la mobilisation extraordinaire des médecins de l'hôpital public, mais aussi du privé. Je le dis parce que dans certains médias, il y a eu parfois des polémiques, mais nous avons dans la région eu de nombreux échanges et écrits et oraux avec l'ensemble des fédérations. Je crois que là-dessus, il y a une vraie coopération qui est d'ailleurs historique dans la région. Et je suis vraiment très, très heureux de cela. Aujourd'hui, nous avons une autre problématique. La pression est retombée. Mais il reste un problème qui est la grande pénurie mondiale sur les produits, les 5 médicaments nécessaires à la réanimation. Propofol, midazolam et les 3 curares. Et malheureusement, ce point fait que c'est un point bloquant, car ces produits, nous en avons besoin, ils sont rationnés au niveau national, ils font l'objet d'une distribution nationale et toute activité, évidemment, qui consomme ces produits, par construction, pose problème par rapport à la prise en charge des patients qui sont encore en très grand nombre en réanimation du fait du Covid. Je rappelle qu'aujourd'hui, la totalité des lits de réanimation, Covid et non Covid, est supérieure aux capacités habituelles de la région. On est donc en suractivité. Donc, les principes, ce sont les mêmes finalement qui sont restés. Évidemment, la prévention de la perte de chance. En aucun cas, une non prise en charge doit être faite s'il y a perte de chance. Et par ailleurs, il doit y avoir la prise en charge de l'urgence. Mais en dehors de ces cas, c'est vrai que la reprise, malheureusement, évidemment, on aurait besoin de pouvoir en faire plus, mais la pénurie mondiale sur les produits nécessaires à la réanimation bloque, il faut bien le dire, une reprise qui pourrait se faire s'il n'y avait pas ce point. Monsieur Champion, plusieurs questions de chirurgiens demandant pour des chirurgies qui sont peu consommatrices de produits qui sont en pénurie ou pour des chirurgies qui se font sous anesthésie locale ou locale-régionale, on ne comprend pas pourquoi il ne peut pas y avoir une reprise normale. Oui, alors ce point fait l'objet de débats au niveau national et je pense qu'après le 11 mai, la situation va certainement pouvoir évoluer. Mais effectivement, il y a des situations dans lesquelles on peut penser que les choses vont pouvoir évoluer dans les cas dont vous parlez. Un mois et demi deviennent une perte de chance et deviennent beaucoup plus urgents. De toute façon, je le redis,
les deux principes de base, c'est l'urgence, évidemment, l'urgence prime tout, comme toujours en médecine, et la perte de chance. La perte de chance, elle s'apprécie y compris dans le temps. Vous avez parfaitement raison, Monsieur le Président. S'arrêter une semaine, s'arrêter un mois, s'arrêter 2 mois, évidemment, on doit toujours être dans une logique médicale. Nous l'avons toujours dit aux établissements, là encore qu'ils soient publics ou privés, l'approche, elle doit toujours être médicale. C'est-à-dire que le médecin doit effectivement évaluer cette perte de chance potentielle. Ce n'est pas la même chose de reporter d'1 semaine, de reporter d'1 mois, de 2 mois. Et s'il y a risque de perte de chance, alors effectivement, il faut pouvoir faire les interventions. C'est bien ces deux logiques qui priment sur le reste. Après, la contrainte, elle est nationale, elle est mondiale en fait, sur les produits de réanimation. Évidemment, on a multiplié par 10, par 20 la consommation de ces produits à l'échelle mondiale. Et donc, évidemment, on a un problème d'approvisionnement qui est réel et qui donc nécessite ce contingentement. Monsieur Champion. Nous avons aussi des questions, je m'adresse à Gadi Charrier, sur les indemnisations de perte d'activité. On reconnaît que le dispositif s'est mis en place très très rapidement, que le remplissage est relativement facile sur Amélie Pro. Il n'empêche que des questions reviennent sur comment calculer les revenus perçus pendant la période du 16 mars au 30 avril. Faut-il inclure les forfaits, les différents forfaits? Question suivante, quid de la perte d'activité des médecins remplaçants? Et comment valoriser aussi l'activité de ceux qui ont pris, entre guillemets, le plus de risques et qui, globalement, n'auront pas eu une perte d'activité qui soit indemnisable. Ils se retrouvent à la fin du calcul avec un 0 en bas de la ligne parce que leur activité était naissante en 2018, qu'en 2019, elle était, les chiffres étaient comparables à ceux de l'année précédente et en 2020. Et donc, ils se retrouvent sans indemnité alors qu'ils ont été considérés être au charbon. Alors, je vais laisser répondre Catherine Magnette, qui est donc sous-directrice et en charge de la cellule des CGDR et qui est particulièrement en charge de ces questions. Et puis, je compléterai éventuellement de façon plus globale. Voilà. Alors, concernant les jeunes installés, il est bien prévu. Donc, on estime jeunes installés depuis moins de 2 ans d'installation. Il est bien prévu une compensation pour ces professionnels de santé et une majoration, en fait, vous savez que le principe, c'est de calculer une subvention, enfin une indemnisation qui soit liée aux charges. Donc, on va majorer le taux de charge pour les jeunes installés parce qu'on sait que souvent, ils ont plus de charges les premières années. Donc, pour ces installés de moins de 2 ans, on va majorer le taux de charge pour que leur indemnité soit un peu plus importante. Concernant le contenu des revenus à déclarer pour la période 2020, les forfaits ne sont pas à déclarer. Donc, comme le forfait médecin traitant, vous n'avez pas, ce ne sont pas des rémunérations à intégrer dans la déclaration 2020. Enfin, il y avait une question concernant les professionnels de santé qui ont poursuivi leur activité, qui ont souvent dû financer tout le matériel de protection pour assurer les consultations. L'assurance maladie va en tenir compte, puisqu'une rémunération complémentaire, on va majorer l'indemnisation auprès de ces professionnels de santé s'ils ont poursuivi une activité de plus de 60%. Donc, dans ce cas-là, il y aura une majoration pour ces professionnels de santé. Je pense avoir répondu à toutes les questions. Alors, je vois la question sur l'indemnisation doit être... Madame Magnette. Je me permets de répondre juste à la question écrite. Vous pouvez, depuis le 30 avril, en fait, le service, c'est sur donc Amélie Pro, est ouvert depuis le 30 avril. Vous pouvez faire votre déclaration chaque mois
Pour l'instant, ce dispositif est ouvert tout le long de la crise, hein, tant qu'on est dans une crise sanitaire. Et chaque mois, vous aurez la possibilité de demander une indemnisation. Test sérologique. On t'a pas entendu. Beaucoup de questions. Beaucoup de questions sérologiques. Monsieur le directeur général. Question générale? Oui, sur leur intérêt. Alors, il y a un moment, c'est vrai, honnêtement, on avait l'impression que les tests sérologiques seraient quasiment l'alpha et l'oméga de la stratégie de déconfinement. Et quasiment à un moment, hein, il y a un mois, je dirais, de toute façon, sur cette crise, les choses vont tellement vite que un mois paraît déjà très lointain. On avait l'impression que ça serait le sujet. Vous savez que certains pays ont envisagé le passeport d'immunité. C'était à un moment où on pensait que peut-être déjà 40% de la population, en tout cas au moins dans nos régions, avait eu le Covid, y compris en forme très légère, et donc qu'avec des tests sérologiques, on pourrait finalement avoir une sorte de carte d'immunité qui aurait permis de déconfiner en fait ceux qui avaient une sérologie positive. Malheureusement, il y a deux éléments qui sont intervenus. Premièrement, des études qui ont été faites par l'Institut Pasteur notamment, et une très importante qui a été faite dans notre région, auquel l'ARS a contribué, contribué à aider, hein, parce qu'évidemment, nous n'avons pas fait de travail scientifique, mais nous avons aidé à ce qu'elle se fasse d'un point de vue matériel, qui a montré que finalement, le niveau de contamination de la population était très bas en fait, très bas. Vous savez qu'on l'estime dans la région à peu près à 12%. C'est une estimation pour le 11 mai, on peut considérer qu'elle est quasiment aujourd'hui. Vous avez des régions où on est à 2%, la moyenne est à peu près à 6%. On a donc de toute façon une part de la population extrêmement faible qui est touchée. Donc, de toute façon, ça ne remplace pas la PCR puisque on est de toute façon dans quelque chose de très faible. Surtout, il y a des doutes à la fois sur la fiabilité des tests, avec évidemment le problème de faux négatifs qui pourrait là aussi faire une fausse réassurance, et puis aussi tout simplement une certitude qui n'est pas encore totalement établie sur l'immunité acquise suite au virus, suite au Covid. Et donc évidemment, on n'est pas sûr qu'une personne dont le test dit qu'il est positif est véritablement immunisée. C'est quand même ce que disent les scientifiques quand même de l'Institut Pasteur, parce qu'en plus c'est quand même la règle en matière virale, c'est que très vraisemblablement, en tout cas si on raisonne, surtout si on raisonne de manière collective, statistique, et pas forcément 100% individuelle, globalement on peut penser que quelqu'un qui a eu le Covid, et en tout cas qui l'a vraiment eu, de manière symptomatique, est vraisemblablement immunisé, au moins sur une durée qui pour l'instant de toute façon nous n'avons aucun recul. En tout cas donc le test sérologique n'est plus considéré comme au cœur de la stratégie. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas être éventuellement utilisé à un moment, mais outre les questions de fiabilisation complète des tests, très clairement aujourd'hui, la stratégie, et il n'y a pas qu'en France d'ailleurs, la stratégie s'est recentrée sur la PCR à grande échelle pour que l'on puisse à un instant donné avoir évidemment la situation virale des patients et des contacts. Je vais revenir sur une question sur l'indemnisation des pertes d'activité. On n'a pas répondu à la question de la perte d'activité des médecins remplaçants. La question revient plusieurs fois sur le webinaire. Alors, c'est beaucoup plus compliqué de calculer les charges pour les médecins remplaçants. Donc, c'est encore à l'étude au niveau de la CNAM pour voir la possibilité d'ouvrir l'indemnisation aux médecins remplaçants. Donc, aujourd'hui, c'est pas 30 avril, ça ne concerne pas les médecins remplaçants, c'est à l'étude. Mais sachez que c'est très compliqué. On espère revenir vers vous avec une bonne nouvelle. Je reviens vers M. Champion pour les disponibilités de matériel.
alors, à la fois gel hydroalcoolique, les masques, vous en avez parlé un petit peu, mais c'est aussi où orienter nos patients qui souhaitent reprendre le travail avec un masque lavable éventuellement. Où peuvent-ils se fournir, où les adresser? Question aussi sur, oui, sur les équipements, sur les surblouses, sur tout ce matériel-là. Quand aurons-nous une idée de la disponibilité de ces matériels et quel est le niveau de disponibilité au niveau national et surtout régional? Alors, sur les masques, je reviens quand même un peu sur et les masques. Et aussi les écouvillons pour les écouvillons et les matériels de prélèvement et d'analyse pour les tests PCR. Tout à fait. Alors, sur les masques, j'y reviens quand même parce que c'est évidemment un sujet fondamental. Jusqu'à la semaine dernière, les dotations nationales, puisque je rappelle en fait que l'ARS ne gère pas les dotations de masques. On a eu d'abord un flux qui allait vers les hôpitaux, qui est un flux national qui allait dans les principaux hôpitaux et qui a ensuite été distribué entre hôpitaux. Et puis, il y a le flux, bien sûr, que vous connaissez, qui est le flux par les grossistes répartiteurs dans le circuit normal, alimenté par l'État, mais distribué par les grossistes répartiteurs en officine pour les professionnels de santé libéraux. Jusqu'à présent, les dotations hebdomadaires étaient de 45 millions. Là, nous allons passer à des dotations hebdomadaires de 100 millions. Voilà. Donc, vous voyez l'augmentation qui va aussi avec une augmentation des professionnels qui sont concernés. Puisque jusqu'à présent, finalement, il y avait une liste assez limitée de professionnels de santé qui étaient considérés comme vraiment indispensables en continuité, qui avaient ces masques. Donc, on passe à 100 millions. Ces 100 millions, ils vont permettre aussi de couvrir les patients. C'est-à-dire que vous allez pouvoir prescrire des masques pour les patients, pour qu'ils aillent en officine. Pour les patients Covid, et évidemment aussi, il y aura des masques pour les contacts, les fameux contacts qui ne sont pas malades, mais qui ont besoin d'être isolés pour qu'on jugule l'épidémie. Et puis, il y aura, pour certains cas aussi, certaines pathologies, des masques également. Donc ça, déjà, passe de 45 millions à 100 millions. On voit bien que déjà, je rappelle, il y a encore quelques semaines, on était plutôt autour de 20 millions par semaine. 40 millions, c'était l'estimation de ce qui était nécessaire il y a encore quelques semaines. On passe à 100 millions parce qu'évidemment, on élargit les éléments. Donc, sur les masques médicaux, donc les masques en l'occurrence chirurgicaux, je pense qu'on va vraiment arriver. Il peut y avoir toujours des discordances géographiques, mais globalement, on va sortir d'un régime vraiment compliqué. Sur les surblouses, honnêtement, ça reste plus compliqué. Nous essayons, y compris d'y contribuer avec, nous avons commandé 1 million de surblouses qu'on va essayer de redistribuer dans la région si on a effectivement notre commande, parce que comme vous savez, actuellement, entre commander et être livré, il y a souvent un délai assez important. Mais c'est un sujet, je ne vais pas vous dire le contraire, ça reste quand même compliqué, ce type de protection. Sur les écouvillons, et en fait, vous avez tout à fait raison, le sujet est plus large que les écouvillons, parce qu'avec un écouvillon tout seul, on ne fait pas grand-chose. Il faut à la fois, évidemment, l'écouvillon et d'une manière plus globale, le kit de prélèvement. Donc là aussi, nous sommes très mobilisés pour avoir au maximum des produits. Nous sommes en lien avec le national, mais ça augmente progressivement. Il y a aussi tout simplement les réactifs, l'ensemble des consommables en fait de la chaîne, je dirais, du prélèvement jusqu'à l'analyse, qui est très important. Et normalement, nous devons avoir de meilleurs approvisionnements. Mais ça reste une fois de plus. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous sommes dans surconsommation, y compris à l'échelle mondiale, et rien n'est vraiment simple sur l'ensemble de la chaîne. Une question sur cette maladie. Tout le monde reconnaît que le prélèvement et les tests sont compliqués à faire. Les biologistes nous posent la question, et les médecins aussi, à quand une réelle rémunération? Actuellement, c'est rémunéré 5,76 € pour ces prélèvements Covid.
Oui, alors je vous ai dit qu'on avait une rémunération qui a été augmentée pour le diagnostic. Pour le moment, biologiquement, il n'y a pas d'évolution, mais je sais que les questions ont été remontées au niveau national. Je ne peux pas vous donner là une bonne nouvelle. Pour le moment, ça ne bougera pas. Un complément d'information pour les masques aussi. Oui, alors en complément de ce que disait Étienne Champion, donc il va y avoir effectivement beaucoup plus de masques. Il y a eu plusieurs questions écrites qui ont été posées sur la façon dont allait se passer, soit d'ailleurs la prescription de masques, mais également la prescription biologique du test pour les patients contacts et les patients qui vont être déclarés dans l'outil que vous allez trouver Covid positif. Donc, le premier patient, le patient source, celui pour lequel vous allez faire un diagnostic de Covid, vous allez vous-même prescrire le test. Une fois que nous allons avoir des cas contacts qui vont être contactés donc par l'assurance maladie, le fait de les enregistrer dans l'outil Contact Covid donne droit à donne droit à une prescription. Ça vaut une prescription de masque qui peut être délivrée en pharmacie et ça vaut une prescription de la biologie. Donc les biologistes le feront directement, ce qui permet d'éviter de repasser par une et d'aller beaucoup plus vite puisque le patient directement, enfin le cas contact pourra directement aller dans la pharmacie et au laboratoire. Question, donc, suite à ce prélèvement, à ce tracing, quid justement des faux négatifs? Nous avons, depuis le début de cette épidémie, on nous parle de 30 à 40% de faux négatifs lors des prélèvements. Est-ce qu'on va poursuivre le tracing pour les patients qui ont des symptômes évidents comme une anosmie, une agueusie ou d'autres symptômes évidents, ou un scanner qui, lui, confirme, comme pourrait confirmer le docteur Lambert, le diagnostic de Covid? Alors, on est là vraiment, je vous le disais, dans une démarche de santé publique. Donc, il est certain que dans cet outil, vous ne pourrez enregistrer que des patients qui auront un test positif. On a aussi eu des remontées sur ces tests qui pourraient être négatifs. J'ai eu cette semaine un contact avec des personnes du service de santé publique du CHU de Lille qui me disent qu'ils ont réalisé des études et qui constatent qu'en fait, souvent, le négatif est dû à un prélèvement qui n'est pas de bonne qualité, puisque pour avoir un prélèvement positif, il faut aller jusqu'au CAVUM. Et ils ont refait des prélèvements dans des conditions meilleures et ils ont augmenté de 30% le nombre de positifs, c'est-à-dire que des tests négatifs sont devenus positifs. Donc voilà, il y a quand même il y a ce problème-là qu'il va falloir résoudre, d'où d'ailleurs la remise en cause des autotests. 30% de 40%, ça reste que 10%. Hein. Oui, mais enfin, ça fait monter quand même le niveau. En tout cas, on ne peut pas enregistrer en santé publique si vous n'avez pas des éléments extrêmement précis pour faire ce recensement. Ça pourra pas se faire correctement. Donc, on reste sur un test positif. Par contre, ce qui est à l'étude, c'est de regarder si des patients qui vont être hospitalisés et qui auront un scanner et le scanner étant lui positif, par contre là, il pourrait y avoir un enregistrement dans l'outil avec un scanner positif. Justement, dans cette démarche de tracing, les enseignants, médecins, kinés, infirmiers, etc., vont souvent être désignés par les patients Covid+, comme étant des personnes tracées. Est-ce que nous allons devoir aller faire un prélèvement PCR tous les 2 jours? Alors oui, on est en train de regarder comment on va pouvoir faire cela, parce qu'évidemment, vous allez être souvent dans les cas contacts. Donc, nous, on va recroiser tous ces cas contacts. Je précise 2 choses. D'une part, s'agissant de la PCR négative, ça dépend quand même beaucoup de la qualité du prélèvement. Hein. Il y a quand même, ça n'épuise pas tout, mais c'est vrai que la qualité du prélèvement est un point important. Ensuite, autre point, je crois qu'il y a 2 choses. Il y a, comme l'a dit Claude, il y a la question santé publique, qui par construction
doit suivre des règles statistiques, puisque il faut que 75% des cas soient isolés. Donc, on ne peut pas être… De toute façon, il faut bien se dire les choses, il y a un certain nombre de contacts qui nous échapperont. Hein. Je veux dire, vous êtes resté 3/4 d'heure dans un TER, je veux dire, le contact, il sera perdu par ce système. Ce système, il ne peut pas être parfait. Il doit être évidemment optimal. On doit nous tout faire, et vous surtout en premier recours, tout faire pour avoir le maximum, évidemment. Hein. Vous, de toute façon, vous serez surtout concentré sur la famille, mais de toute façon, nous n'aurons jamais tous les contacts. Donc, ce système ne peut pas être fiable à 100%. Il doit être au maximum efficace. Reste un autre point, c'est que par ailleurs, pour le malade, lui, évidemment, si vous, en tant que médecin, vous avez la conviction que la personne est Covid, au-delà de cette approche de santé publique collective, vous pourrez évidemment toujours lui dire qu'il doit rester à l'isolement. De toute façon, il est malade avant tout. Et donc, notamment, lui prescrire des masques et faire qu'il soit lui-même en isolement. Donc ça n'exclut pas évidemment que par ailleurs, la question santé publique collective, elle, devra bien suivre un critère qui est celui de la PCR. Juste sur les contacts aussi, et notamment donc la question sur les professionnels de santé, un contact avec protection n'est pas un contact au sens du contact tracing. Si il y a bien eu port du masque, dans l'évaluation du contact tracing, la personne, avec masque chirurgical, la personne n'est pas considérée comme étant dans une situation contact. Donc, a priori, s'il y a masque, on n'y sera pas. Je précise juste une chose, parce que c'est un peu compliqué. S'il y a des masques grand public, il faut que les deux personnes aient porté un masque pour qu'on considère qu'il n'y a pas de transmission. Alors après, il faut quand même qu'il y ait un certain temps. C'est pas, on ne se croise pas dans la rue, évidemment. Mais avec un masque chirurgical, un seul masque suffit à dire que la personne n'est pas ce qu'on appelle un contact à risque. Parce qu'en fait, on dit de manière générale personne contact, mais en fait, le contact tracing consiste à séparer ce qu'on appelle les contacts à risque, personnes contact à risque, et des personnes qu'on appelle personnes contact à risque négligeables, qui sont en fait, ne sont pas, du coup, relèvent pas de l'inscription. Donc, de toute façon, vous, comme le disait Claude tout à l'heure, vous êtes avant tout sur la famille. Donc là, il n'y a pas tellement d'ambiguïté sur la notion de contact. Mais pour les contacts différents, de type professionnel, par exemple, la question de l'espacement des personnes et la question surtout des protections des masques, et en premier lieu pour les professionnels de santé, sera évidemment déterminant au moment de l'évaluation du tracing. Donc, je ne dis pas du tout, évidemment, qu'il n'y aura pas des professionnels de santé qui seront pas dans le tracing, ça c'est sûr, mais mais les protections permettront de minimiser cette situation. Une autre question, combien de masques prescrire par patient et contact tracing? Alors, c'est prévu en fait que 14 masques soient prescrits par semaine pour les patients Covid-19 et les personnes de l'entourage du patient diagnostiqué. Mais comme le disait le docteur Gady-Cherrier, il y aura une prescription automatique pour tous les cas contacts concernant ces masques. C'est vraiment, voilà, c'est automatique. Bon. Sur le projet de loi, beaucoup de questions se posent sur, d'abord, cette prolongation de l'état d'urgence sanitaire, et aussi pour les médecins, et là je vais m'adresser au conseil, sur le respect de la vie privée, des libertés et du secret médical. On nous demande de signaler les cas contacts, on nous demande de signaler les personnes Covid+, et les confrères se posent beaucoup de questions quant à l'habitude de leur pratique qui est totalement différente. Oui, c'est une question très importante pour les praticiens puisque l'ordre, bien sûr, défend le secret médical.
C'est une relation de confiance entre le patient et son médecin. Maintenant, nous sommes dans une situation d'exception. Et ce n'est que parce qu'il s'agit d'une situation d'exception qui ne sera pas amenée à durer que l'on peut envisager qu'il y ait une exception au secret médical. On peut l'envisager, donc je dis bien, si elle est temporaire. Et il faut pour cela aussi expliquer aux patients pourquoi on va signaler à l'assurance maladie, si la loi passe, et elle va passer certainement, pourquoi on va signaler qu'il est Covid positif, qu'on va signaler à l'assurance maladie les membres de sa famille. Eh bien, c'est pour les soigner et les protéger. Et donc, c'est pour les aider. Et si on explique bien cela aux patients, je pense qu'il comprendra que sa famille a besoin d'aide, sa famille a besoin de bénéficier des tests PCR pour savoir s'ils sont ou non contaminés. Et donc là, c'est une simple logique. Et cette logique, s'intègre dans les soins que l'on donne au patient, à sa famille. En ce qui concerne les contacts, évidemment, ça peut être plus délicat. On sait bien que certains contacts, de toute façon, ne seront pas déclarés par le patient, parce que c'est d'abord le patient qui dira s'il veut bien donner les contacts avec lesquels il a été en relation. Et si j'ai bien compris dans les dispositifs prévus, ça sera un petit peu optionnel. On ne sera pas dans l'obligation, le médecin ne sera pas dans l'obligation de déclarer ses contacts. Ça, c'est Madame Gadi-Chérier qui répondra oui ou non si j'ai bien compris ce qui a été dit. C'est d'ailleurs une question qui revient souvent dans le webinaire. Quelle doit être l'attitude du médecin quand le patient refuse, s'oppose à son tracing? Il n'y a pas de contrainte. Il est certain, et là, c'est là aussi où il y a tout le rôle du médecin et du soignant de convaincre son patient du bien fondé de ce tracing qui, comme le disait Madame la Présidente de l'Ordre régional, est là pour protéger le patient lui-même, sa famille et aussi l'ensemble, éviter des contaminations d'autres personnes. Donc là, on est vraiment dans une prévention. Par contre, quand nous, Assurance Maladie, nous allons appeler le patient pour effectuer le tracing, nous lui demanderons systématiquement s'il accepte que l'on donne son identité aux personnes que l'on va contacter. C'est-à-dire que s'il refuse, on pourra joindre les personnes qu'il nous aura désignées en disant qu'ils ont été en contact avec une personne, mais s'il le refuse, on ne donnera pas son identité. En cas d'arrêt pour la personne contact, qui prescrira l'arrêt de travail? Alors, c'est l'assurance maladie, ça se fera directement, c'est-à-dire que dès lors qu'on aura un cas contact qui nécessitera un arrêt de travail, puisqu'on va lui demander de faire le test, mais de se confiner en attendant le résultat du test, c'est donc l'assurance maladie, les personnels des caisses primaires et du service médical ça passera par le service médical, par un médecin conseil, et on fera l'arrêt de travail jusqu'au résultat du test. L'âge minimal pour pratiquer les tests minimal. Ça, Je ne pense pas qu'il y ait d'âge minimal. D'ailleurs, on a des cas positifs en néonatologie. Voilà, c'est ça. Je ne crois vraiment pas qu'il y ait d'âge minimal. Je ne rentrerai pas de la manière dont on peut faire un prélèvement sur un bébé de néonatologie, mais je sais, parce que je sais qu'on a eu des cas très rares, mais il y en a eu un ou deux vraiment de nourrissons Covid+. Quelle doit être l'attitude d'un médecin si l'employeur refuse le certificat d'isolement? On a plusieurs cas de confrères dont les employeurs ont refusé le certificat d'isolement en renvoyant le patient vers le médecin traitant pour obtenir un arrêt de travail.
Alors, il y a plusieurs choses, hein, puisque la réglementation, là, vous parlez de la réglementation qui a changé au 1er mai, où jusqu'à maintenant, donc, il y avait des arrêts de travail, je pense que vous parlez de patients fragiles, c'est ça? C'est ça, des patients fragiles, donc qui étaient en arrêt de travail jusqu'au 1er mai. Et certains n'étaient pas en arrêt de travail parce qu'on a inclus maintenant les patients, par exemple, ayant un IMC à 30, Oui. alors qu'avant, on était un IMC à Tout 40, à fait, par tout à exemple. fait. Oui, d'ailleurs, devant les constats et les remontées qui ont été faites de terrain par les médecins, en particulier généralistes, on a abaissé à 30. D'ailleurs, on a rajouté aussi l'ensemble des diabétiques, par exemple. Donc, ces personnes, maintenant, soit elles étaient en arrêt de travail et le fait d'être en arrêt de travail, l'assurance maladie leur envoie une attestation et ça suffit pour poursuivre, en fait, le fait de passer en chômage partiel. Et donc, pour l'employeur, ça suffit. Par contre, s'il n'avait pas ça, effectivement, il va falloir ce certificat pour qu'il puisse passer. Donc, l'employeur, dès lors qu'on a ce certificat signé par le médecin, ne peut se dispenser d'autoriser le patient, la personne, à ne pas venir travailler, excusez-moi, sauf à lui proposer un télétravail, c'est-à-dire quelque chose qui lui permet d'être chez lui et ne met pas en danger sa santé. Et donc, vous posiez la question aussi sur le fait qu'il n'y avait pas de fin, puisque évidemment, ça sera tant qu'on sera dans cette situation, les personnes seront en isolement. Vous avez la parole. Nous allons évoquer la situation des indemnités journalières des médecins en ALD. Alors, qui se sont donc mis en arrêt de travail et qui ont été indemnisés par l'assurance maladie. Donc, on a plusieurs questions. La première, c'est quand se terminera la possibilité d'arrêt de travail Covid-19 et ALD pour les professionnels? À la fin quand on sera en fin de période de crise. D'accord. Pas le 11 mai. Alors, oui, en cas d'arrêt de travail Covid et ALD, peut-on reprendre le travail et se remettre ultérieurement en arrêt de travail si on juge que le risque redevient important? Il n'y a pas de... Oui, c'est le médecin qui juge, tout à fait. Et pour quelles raisons les indemnités apparaissent sur le compte Amélie Perso dans l'item remboursement de soins et non indemnité journalière? Écoutez, on va l'expertiser. Je ne suis pas capable de vous répondre là. Ça, il faudrait me repasser la question par écrit et puis on fera remonter, à moins que Catherine ait une réponse. Je pense que c'est parce que c'est un dispositif spécifique. D'habitude, on ne verse pas d'indemnité journalière pour les professionnels de santé libéraux. Et c'est pour ça qu'on le classe sous cette thématique. Une erreur de classement, faire quand même l'indemnisation. Oui. Je pense que c'était préférable. Mais je le redis, pour compléter ce que dit Catherine, il faut bien voir qu'il s'agisse de personnes fragiles ou qu'il s'agisse des personnes qui sont en arrêt de travail et maintenant en chômage partiel, mais donc je parle de l'arrêt de travail pour garde d'enfants, c'est quand même des dispositifs qui ont été assimilés à de l'arrêt de travail parce que c'est un dispositif qui était pratique. Mais en fait, ce ne sont pas des arrêts de travail. C'est un dispositif qui avait été retenu, qui permettait une indemnisation des personnes, qui d'ailleurs a été modifié puisque on s'est rendu le temps, la durée étant supérieure à 1 mois, les personnes qui étaient en arrêt de qui avaient un emploi depuis moins de 6 mois auraient été lésées par l'indemnisation en arrêt de travail. C'est pour ça qu'on a rebasculé sur un dispositif de chômage partiel. Mais on est bien là dans un dispositif qui est assimilé à de l'arrêt de travail. On pourrait dire que c'est un cavalier, l'arrêt de travail. Mais donc, on n'est pas dans les mêmes règles qu'un arrêt de travail standard pour un patient qui est en incapacité de travailler. Sur les prélèvements pour les personnes à mobilité réduite et les personnes grabataires,
y a-t-il des possibilités soit de transporter, de réaliser un bon de transport pour transporter le patient jusqu'à un centre de prélèvement ou à un laboratoire, et dans ce cas-là, j'imagine que le biologiste pourrait prélever dans le véhicule, ou alors est-ce que les biologistes, les préleveurs, etc., vont se déplacer à domicile pour 5,76 €? Alors nous avons eu la question, donc c'est en expertise au niveau de la CNAM. On n'a pas encore le retour pour savoir si on peut prendre en charge, donc rembourser des transports de patients qui iraient dans un laboratoire. Quant au fait que des personnes se déplacent, des infirmiers peuvent tout à fait effectivement faire des prélèvements, voilà, à domicile. Ça pose pas de difficulté. Est-ce qu'il est prévu, et là je pose la question, M. Champion, est-ce qu'il est prévu des équipes de prélèvement organisées à partir des infirmières? Actuellement, oui. On travaille sur ce sujet. Alors, il y a à la fois, une fois de plus, nous accompagnons des démarches qui peuvent être volontaires, et il y a un travail important qui a commencé avec l'Union régionale des infirmières, donc avec qui on a travaillé à plusieurs reprises. Donc déjà, de toute façon, s'il y a des structurations volontaires qui s'organisent, on sera évidemment toujours à leur écoute. Par ailleurs, il y aura aussi des équipes mixtes qui vont s'organiser. Notamment, tout à l'heure, j'ai parlé des équipes mobiles qui vont s'organiser pour les clusters. Et donc, il faudra évidemment des infirmières. Mais nous sommes tout à fait ouverts à des organisations qui permettent de faciliter le prélèvement. Ça va être un enjeu évidemment majeur. Et on voit bien que les infirmières, évidemment, ont un rôle majeur à jouer. D'abord parce que, évidemment, elles sont compétentes pour le faire, mais aussi, évidemment, parce que leur nombre et leur répartition forte sur l'ensemble du territoire va être un enjeu extrêmement important. Donc, il faut effectivement qu'on s'organise, on y travaille, parce que, évidemment, il faut qu'elles puissent aussi disposer, bien sûr, des kits de prélèvement pour pouvoir faire ce travail. Et kits de protection. Bien entendu. Une nouvelle question sur les arrêts de travail et surtout pour les personnes fragiles. À quel moment pourra-t-on considérer répondre à la demande, parce que maintenant on a une demande de reprise de travail des personnes fragiles, à quel moment pourra-t-on légitimement considérer que ces personnes fragiles peuvent retourner au travail? Difficile il n'y a pas de, c'est vraiment là, c'est le qui est libre juge, puisque vous avez effectivement des pathologies qui ont été définies par le Haut Conseil et qui définies comme des gens fragiles, donc pour lesquels il vaut mieux qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres, et donc pour lesquels on recommande de suspendre le travail. À partir de quand? Pour le moment, c'est jusqu'à la fin de la période de crise. Et puis, il y a toutes ces autres situations où le médecin, où vous êtes juge, de savoir si votre patient, vous estimez qu'il peut reprendre un travail, peut-être en fonction des conditions, ça peut être extrêmement variable suivant le patient, mais aussi suivant l'activité qu'il exerce. Donc là, ça reste sous la décision, soumis à la décision du médecin. Et quid de la place du médecin du travail dans cette procédure? Parce que nous sommes dans des arrêts de travail qui ont dépassé 21 jours, pour lesquels, théoriquement, légalement, la reprise du travail ne peut se faire qu'après avis du médecin du travail. Qu'en est-il? Est-ce que la loi change dans le cadre de ces personnes qui sont en arrêt pour être isolées sans pathologie particulière? Tout à fait, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment un cavalier, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le cadre d'une personne qui est en arrêt de travail parce qu'il a une pathologie, mais parce qu'il a une fragilité pour laquelle l'exposition pourrait le rendre, pourrait causer un tort à sa santé. Donc on n'est pas dans le même cas, donc on ne sera pas dans la même situation au sortie de cet état d'urgence. Il s'agit d'un arrêt de
d'un arrêt de travail prescrit par le médecin, l'employeur n'a pas connaissance de la cause de l'arrêt de travail. Comment fera-t-il le distinguo? Comment acceptera-t-il qu'un de ses salariés reprenne le travail alors que l'arrêt de travail a été prolongé, que la loi lui impose un passage devant la médecine du travail? Je pense que le médecin du travail sera en capacité de faire la différence et donc de proposer une reprise, hein, sans aucune difficulté. Quid des femmes enceintes, où il est préconisé de les arrêter qu'au 3e trimestre. Dans la première vague, au tout début, on les a arrêtés. La recommandation était de les arrêter, quel que soit le terme, quel que soit le terme de la grossesse. Qu'en est-il actuellement? Quelle modalité pratique de reprise ou de maintien d'arrêt de travail pour ces femmes enceintes? Toujours, je crois que les recommandations n'ont pas varié, on est toujours sur le 3e trimestre. Vous pouvez retrouver, parce qu'il y a beaucoup de questions, la liste précise de l'ensemble des cas où on considère que les personnes sont fragiles sur l'avis du Haut Conseil de santé publique du 31 mars 2020. Et vous aurez toute la liste précise et toutes les conditions. Alors, oui, c'est la même chose parce que bon, ces modalités pratiques d'arrêt de travail pour les personnes fragiles, on n'a pas pu les mettre en place pour les personnes travaillant dans l'administration. On a dû faire des arrêts de travail. On n'avait pas la possibilité pour eux. Donc la question est la même, hein. On est vraiment dans la même question. Quid de la reprise du travail? Ça va être un peu la même chose. Donc, une question à l'ordre. Y a-t-il des modèles de certificats, justement, d'isolement, des modèles de certificats, parce que les médecins vu les formations que vous nous avez proposées depuis des années sur la rédaction des certificats, les médecins sont maintenant très prudents et demandent si l'ordre va mettre en ligne des modèles de certificats à télécharger pour, dans cette période critique, faciliter leur travail. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de modèle de certificat dans ce contexte Covid-19. Et donc ça, c'est peut-être une réflexion qui sera en cours au niveau national, mais je n'ai pas malheureusement de réponse à vous apporter dans l'immédiat. Je pense que les certificats doivent être de toute façon remis aux patients et avec, comment dire, préserver quand même le secret. Je veux dire, on met les certificats d'arrêt de travail, ça pose pas de problème. Tous les médecins traitants savent le faire. Alors, tu parles de quel certificat Alors, le webinaire, c'est merveilleux parce qu'on a la réponse. Il paraît qu'il y a un modèle. C'est un médecin qui nous l'affirme. Il y a un modèle vu dans les recos de DGS Urgent. Apparemment, sur le site DGS Urgent, pas apparemment, c'est réellement, donc sur le site DGS Urgent, il y a des modèles de certificats pour isoler les patients fragiles. Écoute, ça n'a pas été présenté à l'ordre des médecins, donc je ne peux pas te répondre. D'accord. Oui. Alors, on va être aussi confronté à des demandes de certificats de non-contagieux. Ça a déjà commencé. On a des demandes fréquentes de non-contagiosité pour des personnels, par exemple, travaillant en contact d'enfants. Ça nous est fait. Alors, ça nous est pas demandé par les écoles. Hein, ça nous est pas demandé mais ça nous est demandé par des mairies pour des personnes qui vont encadrer des enfants dans le cadre périscolaire. Pas l'éducation nationale qui nous le demande. Je répondrai en tant que médecin et pas en tant qu'ordinal. Je veux dire, c'est ridicule. Hein, parce que si tu n'es pas contagieux ce jour, demain, tu peux l'être. Donc ça, c'est ridicule comme question. On ne peut pas faire ce type de certificat. D'un point de vue médical, c'est une aberration.
Merci de la réponse, elle est claire. Pour les patients diagnostiqués à l'hôpital, qui va s'occuper du tracing? Alors, l'outil sera aussi accessible aux médecins hospitaliers, hein, qui donc eux aussi pourront déclarer des cas Covid de la même façon que les médecins généralistes. Le docteur Courtalac me disait, et en effet, en complément de l'avis du Haut Conseil de santé publique du 31 mars, il y a également un avis du 20 avril. Voilà. Nous avons évoqué la reprise d'activité des médecins. Qu'en est-il et des professions médicales? Qu'en est-il des paramédicaux? Orthophonistes, pédicures, sages-femmes, etc., etc. Justement, c'était le point, je l'ai abordé tout à l'heure indirectement, mais la question des professionnels, il n'y a pas eu d'interdiction par l'État d'exercice. Certaines professions, l'ordre, j'ai cité tout à l'heure le chirurgien dentiste, ont estimé que les conditions d'exercice, notamment du fait de la pénurie de masques, de protection générale, rendaient l'exercice impossible. Donc, il y a eu certains choix. Après, il y a certaines professions pour lesquelles, là, elles ne rentraient pas du tout dans la catégorie des professions exerçables, puisqu'on était en dehors parce que globalement, la plupart des activités se sont arrêtées. Donc, là, clairement, c'est en lien avec le retour des masques dont je parlais tout à l'heure. Jusqu'à présent, la liste des professionnels était limitée des professionnels de santé qui avaient droit à une dotation de masques. Hein, il n'y avait pas notamment, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, les pédicures podologues, les ostéopathes, évidemment, s'ils ne sont ni médecins ni kinés, puisque ces deux professions étaient comptées. Il y a aussi des demandes importantes sur toute une série de professions qui, elles, vont de ce fait, à partir de la semaine prochaine, récupérer le droit au masque et qui donc vont pouvoir, dans le cas du déconfinement, reprendre leur activité. Très, très pratique sur la cotation des actes. Nous avons actuellement la possibilité de recourir à l'Exo 3 pour les patients en téléconsultation, les patients Covid, et pour d'autres situations, et de pratiquer, dans ce cas, le tiers payant. Est-ce que cette exonération 3 va être maintenue et pour quelle durée? Jusqu'à la fin de l'état d'urgence. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas au 11, c'est bien jusqu'à… voilà. Toutes ces majorations, de même que tout ce qui était prévu, par exemple, durant toute cette période, les téléconsultations peuvent se faire et être facturées, remboursées si elles sont faites par téléphone. Toutes ces dispositions perdurent pendant tout le temps de l'état d'urgence. La cotation spécifique de l'acte de tracing G plus ou GS plus MIS, si je me souviens bien, c'est bien ça, à 55 €, est-elle réalisable en téléconsultation, TCG plus MIS? Question. Alors, c'est ce qu'ont fait plusieurs syndicats. Hein. Ouais. Alors, écoutez, moi, j'ai pas de contre-indication, mais on va quand même vérifier. En sachant, oui, enfin, peut-être que pour faire, est-ce possible en téléconsultation de faire le diagnostic, de faire l'interrogatoire, voilà. Alors, on nous demande une précision sur le fait des patients dits sensibles, à risque, etc. Est-ce que tous les diabétiques sont désormais inclus? Oui, sur les dernières recommandations donc, du Haut Conseil, vous les trouverez, oui, il y a tous les diabétiques. Donc, par rapport au transport du patient grabataire qui se rendrait au labo, est-ce que le médecin peut prescrire un transport médicalisé ou envisageable?
Je vous ai répondu que la question est à l'étude à la CNAM. Je n'ai pas la réponse ce soir. Nous sommes en train de l'étudier puisque normalement c'est quelque chose qui n'est pas remboursable. Donc c'est en cours à la CNAM. Donc quand on l'aura, on vous redonnera, mais voilà. Réponse sur le voilà. ou par l'ARS. Et pour les hôtels en cas de confinement, le transport d'un patient vers un hôtel en cas de confinement, qu'en est-il? Pour le moment, ça ne faisait pas partie des choses qui étaient prises en charge, puisqu'on était plutôt sur des patients qui étaient valides, avec toutes les difficultés, vous les savez, des prises en charge qui ne sont pas forcément conseillées du fait de la nécessaire désinfection des véhicules et où on recommande, si l'on n'est pas en transport couché par ambulance, de plutôt avoir un véhicule personnel. Alors, j'ai une question pour tout le monde. On nous pose très régulièrement la question, est-il prudent de remettre nos chères têtes blondes à l'école le 11 mai? Monsieur Champion se jette à l'eau. Écoutez, déjà, il y a une première chose, c'est que comme vous le savez, le Covid n'est pas une maladie qui, sauf cas exceptionnel, touche gravement les enfants. C'est quand même un premier critère extrêmement important. Après, la question, elle est simple, hein, elle a été débattue. C'est toujours un équilibre, une fois de plus, hein, entre la reprise, entre le déconfinement au sens propre et un certain nombre de mesures. Tout ce qui est mis en place, hein, il y a un protocole sanitaire extrêmement élaboré. Certains disent même qu'il est un peu indigeste. Hein, je crois qu'il fait 63 pages. Enfin, quand on rentre dans les détails, comment doivent être les tables, etc., c'est évidemment des très longues annexes techniques. Il y a un protocole sanitaire extrêmement détaillé qui a été publié par le ministère et qui permet, je crois, aux écoles, d'une manière générale aux établissements scolaires, hein, de pouvoir prendre en charge avec des conditions très strictes hein, les enfants, les jeunes d'une manière générale en milieu scolaire. Le médecin doit-il établir un certificat d'accident de travail ou de maladie professionnelle pour les personnels soignants qui seraient atteints du Covid? Alors, vous savez que c'est quelque chose qui est toujours à l'étude. Hein. Le dispositif n'existait pas puisque par essence, un médecin, un professionnel de santé libérale ne peut pas bénéficier du régime assurance maladie risque professionnel, enfin risque pro, c'est-à-dire accident du travail, maladie professionnelle. Donc, le dispositif est à l'étude entre l'assurance maladie et le ministère pour savoir comment on va pouvoir mettre en place cela. Donc, pour le moment, vous pouvez faire la déclaration. Les caisses primaires garderont ces déclarations en attendant de savoir quelles procédures vont être mises en place. Mais il n'y aura rien qui se fera pour le moment, si vous voulez. Donc, ne vous étonnez pas de ne pas avoir de retour, mais on va garder tant que l'on a le temps que la procédure va se mettre en place. Y a-t-il un âge limite pour déclarer un patient Covid positif? Faut-il déclarer les enfants? Et à partir de quel âge? Qu'en est-il justement du secret médical vis-à-vis des enfants dans ce cas-là? Est-ce que la loi a prévu ou va prévoir cette situation? Oui. Enfin, Étienne, vous voulez peut-être répondre, mais que ce soit en malade ou en personne contact, il faut effectivement déclarer tout le monde. L'isolement, les proches des personnes fragiles. C'est un cas prévu, hein, et notamment c'est une des raisons pour lesquelles a été envisagée la situation des hôtels. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des cas où effectivement la situation nécessite
Ce qui d'ailleurs ne pas forcément pour le malade. Hein. On peut envisager que ce soit le contraire, c'est-à-dire que ce soit, par exemple, il y a l'hôtel. Hein, mais ça, après, ça sera adapté. Et une fois de plus, je le rappelle toujours, hein, principe de volontariat. Il n'y aura aucune mesure imposée ni aux patients, ni aux contacts. On est sur un régime de responsabilité et je crois que ce choix était extrêmement important car comme certains d'entre vous l'ont dit tout à l'heure, au-delà même des questions éthiques, il y a une question même d'efficacité. Hein, si les patients avaient l'impression que donner un nom, c'était une sorte de dénonciation, c'était le pire moyen, au-delà une fois de plus hein, de la question éthique qu'on peut poser, même en termes d'efficacité du système, si à la base, les gens considèrent que donner un nom, c'est pas simplement faire un acte de santé publique, un acte finalement de générosité, la personne derrière aura de toute façon le choix de suivre cette prescription, et on aurait pu vicier le système à la base. Des gens qui auraient refusé de répondre. Une fois de plus, hein, le contact tracing, là, pour la première fois dans l'histoire de ce pays, on va le faire de manière, je dirais, vraiment massive grâce à vous, mais c'est une pratique hein, qui se fait dans une échelle beaucoup plus restreinte depuis toujours, et en particulier, c'est vraiment le métier des ARS, avec une échelle qui n'est sans commune mesure, mais les médecins de l'ARS qui font ce métier-là, c'est aussi toujours, Madame la Présidente l'a dit tout à l'heure, hein, c'est vraiment le métier du médecin. C'est un métier de conviction, de prescription, et de la même manière que de toute façon, on ne pourra jamais forcer un patient à suivre un traitement, hein, c'est bien ce travail qui va être mené et que justement, c'est bien pourquoi, je le redis, hein, le choix qui a été fait de vous faire confiance, faire plus que confiance, de vous demander cette contribution fondamentale à ce dispositif, c'est que le fait que ça commence par vous, même si derrière d'autres prendront le relais, le meilleur moyen que ça marche, c'est bien que le médecin traitant, celui qui connaît le patient, qui connaît la famille, entre dans une relation de confiance et que derrière, tout se déroule. Et effectivement, il faudra pouvoir éventuellement isoler et ça se passera d'autant mieux qu'à la base, il y aura eu un engagement médical et un engagement de conviction. Oui, merci. Je reprends la parole pour le certificat d'isolement. La question de tout à l'heure. Donc, j'ai fait appel à un ami. Et donc, le ministère a publié, page 9, dans l'annexe 2, comment il faut faire pour un certificat d'isolement. Hein, voilà, donc j'avais oublié ce détail, mais tout est écrit. Voilà. On l'a mis sur notre site. Hein. Et c'est sur le site de l'URPS. Président de l'URPS, on nous pose la question sur des achats groupés de matériel. Est-ce que ça peut rentrer dans les missions de l'URPS ? Ce n'est pas dans les missions exactes de l'URPS. On est en train d'étudier la question pour certaines fournitures qui ne sont pas régulières, comme par exemple les surblouses. Ça pose des problèmes une fois acheté de répartition et des problèmes de comptabilité, mais j'espère qu'on pourra résoudre le problème et on vous tiendra au courant dès que nous saurons exactement ce que nous pouvons faire. J'avais vu une question. Un diagnostic positif qui est effectué en établissement, le médecin de l'établissement doit-il faire la déclaration ou laisse-t-il le médecin traitant à la sortie de l'établissement faire cette déclaration? Non, c'est le médecin dans l'établissement qui va le faire puisque vous avez dit que la réactivité est le maître mot.
pour réussir un contact tracing, c'est-à-dire que tout doit être fait très rapidement. C'est-à-dire que dès que le patient, dès que vous allez, que ce soit vous, que vous avez dépisté que le test est positif, il faut que vous l'enregistriez très vite. D'ailleurs, on va mettre en place sur l'outil, vous allez pouvoir remplir l'ensemble des documents pour n'avoir plus qu'à cliquer dès que vous aurez le test positif, puisque nous allons, nous, essayer dans les 24 heures de joindre tous les cas contacts, ceux que vous nous aurez donnés et ceux que l'on aura retracés. Donc, c'est vraiment cette réactivité, elle est le cœur du réacteur pour réussir, avec bien sûr la conviction dont parlait Étienne Champion, et je partage complètement. Mais vraiment, il faut être très réactif. Donc, on ne va pas repasser au médecin traitant, celui qui voit le patient tout de suite le déclare. On me pose la question sur que les médecins secteur 2 bénéficient-ils aussi de l'indemnisation pour perte d'activité? Pour un secteur 2, par contre, le calcul est un peu différent entre les deux secteurs. Mais tous les deux ont le même droit. Encore quelques questions. Alors, Madame Defou est en train de me l'écrire. Peut-on déclarer un personnel d'EHPAD qui a une symptomatologie de Covid en maladie professionnelle, mais alors qu'elle n'a pas été testée en PCR, car non à risque? Les sérologies n'étant actuellement pas validées. Alors, c'est ce que je vous disais, on ne sait pas encore sur quels vont être les critères, puisque vous savez, vous connaissez très bien les régimes de maladies professionnelles, comment ça se passe. Donc, il y a des critères, il y a certaines professions pour être reconnues, etc. C'est tous ces éléments qui sont en cours de calage. C'est-à-dire, est-ce que systématiquement, certaines professions, le fait d'exercer, par exemple, d'être médecin généraliste, va faire que automatiquement, reconnaître dès lors qu'on a quand même une preuve, il va falloir certainement un test. Tout ça, on ne s'est pas encore calé. Donc là, faites de façon conservatoire, à titre conservatoire, une déclaration. Il faut quand même avoir des preuves qu'il y a une contamination, et donc que la personne a bien été contaminée, qu'elle a un Covid. Et puis, je ne peux pas vous en dire plus. On aura des précisions dès lors que les modalités ont été précisées par le ministère. Y a-t-il des modes de garde qui sont prévus pour les enfants des salariés des personnels soignants? C'est-à-dire que c'est le problème à la fois de nos secrétariats, des enfants de nos secrétaires, et aussi des personnels qui travaillent avec nous dans les cabinets et qui travaillent aussi, je pense aussi à nos personnels de l'URPS, qui bénéficiaient de la garde d'enfants dans les écoles comme les personnels soignants. C'est la même question que tout à l'heure. Hein. J'ai expliqué que j'avais écrit aux deux rectrices. Le système en vigueur jusqu'au 10 mai reste en vigueur après le 11 mai. Donc, s'il y a des sujets, vraiment, faut nous remonter le sujet. Sauf que vous dites solution de garde. Alors, vous évoquez peut-être les questions périscolaires et pas strictement scolaires. Oui, on évoquait les problèmes périscolaires. Ouais. Alors, écoutez, vraiment, ça, je vais en reparler avec les préfets parce que là, c'est plutôt eux qui ont mis en place ces systèmes-là. Mais le but, c'est vraiment que l'on maintienne tous ces dispositifs absolument indispensables au fonctionnement optimal, évidemment, du système de santé et donc, évidemment, à l'exercice des soignants. On souhaite le maintenir. Donc, je sais que les préfets étaient tout à fait attentifs à ça. Donc, mais la question, effectivement, sur le hors scolaire est importante. Et donc, je vais bien leur reposer la question. Les professionnels de santé libéraux peuvent-ils bénéficier de certificats d'isolement en cas de pathologie à risque? Oui, tout à fait. De la même façon que les autres, c'était prévu dans le dispositif, donc tout à fait.
D'accord. Et dans ce cas-là, ils doivent établir plutôt un arrêt de travail. Oui, alors ce sont les seuls qui restent, enfin, puisque, comme je vous l'ai dit, hein, à partir du 1er mai, les systèmes ont basculé, que ce soit pour les personnes fragiles ou pour les gardes d'enfants, ont basculé sur le chômage partiel, sauf pour les professions indépendantes, les professions libérales, dont les professionnels de santé. Donc, le site qui avait été ouvert par l'assurance maladie reste actif pour les déclarations d'arrêt de travail pour personnes fragiles, uniquement à ces personnes-là. Oui. Alors, je vais rendre la parole à président Chazal pour conclure cette réunion. Oui. Pour conclure, un grand merci à tous nos intervenants qui sont tous au plus haut niveau de la région pour leur participation et pour leur réponse à toutes les questions. J'espère que la majorité des gens qui ont participé ont eu les réponses à leurs attentes. Et de toute façon, on continuera à répondre par écrit aux questions qui n'ont pas été toutes répondues. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général, Madame la Présidente du Conseil de l'Ordre et Madame le médecin conseil régional et vos experts pour cette prestation.